Bonjour à tous. Lors de la préparation de cette plénière, il m'a été proposé d'aborder la question suivante: et si nous avions des cabinets, des maisons de santé, des centres de santé apprenants en France? Après les prises de parole d'Antoine Groux, de Maria Pilar, puis de Clara Dallaire, porteurs d'une expertise, d'une expérience importante dont ils ont pu vous faire état, je me suis interrogé sur le sens de ma prise de parole. Après réflexion, je vous propose, et je me présente devant vous comme un clinicien, et c'est le sens d'avoir mis mon identité Nantes Université. Je suis médecin généraliste en périphérie de Nantes, j'exerce en maison de santé en périphérie de Nantes. Je suis par ailleurs engagé au secteur recherche du CNGE, au sein du réseau MUST, le réseau multidisciplinaire universitaire de recherche en soins primaires dans les territoires, que je coordonne avec Julie Dupouille. Et j'ai travaillé, c'est le sens du dernier logo, courant 2025, à coordonner un consortium avec des équipes à la fois canadiennes, espagnoles, avec l'ambition de répondre à un appel à projet. Alors l'appel à projet n'est pas passé, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur le système de santé apprenant. Ça m'a permis de rencontrer un certain nombre des acteurs qui sont présents aujourd'hui. Et je voulais vous partager un petit peu pourquoi j'ai pensé que c'était un modèle intéressant. En fait, moi j'ai découvert le modèle puisque François Carbonel a abordé le système de santé apprenant de mémoire dans son habilitation à diriger les recherches. Et c'était un mot un peu mystérieux pour moi. J'étais voir de quoi il s'agissait, et j'ai constaté que c'était vieux. En fait, ça date de 2007. Les Américains, l'Institut de médecine américain, décrit ça en 2007. Moi, je devais à peine terminer mon internat, donc c'est pas... Et en fait, moi, je le découvrais en 2025, 18 ans plus tard. Le système de santé apprenant, l'Institut de médecine, il décrit, parce qu'en fait, Antoine Groux a décrit un petit peu autrement, voilà, que tout repose sur l'intégration des données. Le parcours le reste après, mais l'intégration des données, je me suis dit, en 2025, c'est comment? En 2007, ils ont dit qu'il faudrait qu'on ait des systèmes avec des informations qui puissent être systématiquement collectées au cours de soins de routine, en temps réel, et analysées pour produire des enseignements applicables immédiatement ou à court terme. Et je pense que, moi j'étais particulièrement convaincu par ce qui nous est présenté par Maria sur le CIDIAP en Espagne, où on se dit, si, mais eux, ils peuvent le faire, j'ai envie de dire facilement, en 2025, ils peuvent le faire. Et nous, en France, on a un machin comme ça. Vous reconnaissez peut-être, certains d'entre vous connaissent peut-être, où en fait on collecte les données de l'assurance maladie, c'est en haut à gauche sur la diapositive en noir, avec régime général, MSA, etc. On collecte les données hospitalières, c'est parti à droite, où il y a marqué PMSI, Programme de médicalisation des systèmes d'information. En fait, cette diapositive, c'est le SNDS, le Système national des données de santé. La réserve, si certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté, c'est qu'aujourd'hui, pour exploiter des données du SNDS, avec les processus réglementaires, etc., en gros, on va dire, il faut 4 ans. Donc, dans un système qui voudrait être un peu réactif, si on pense par exemple à la crise Covid, au moment où on se disait, ça se déploie comment dans nos environnements, ce système, il apparaissait quand même peu opérant. Alors, je vais passer une autre diapo. Peut-être celle-là, vous la connaissez. Et vous allez reconnaître un système qui pourrait être plus opérant. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous avaient reconnu l'ambition en fait de ce projet porté largement par le CNGE, P4DP, qui vise à collecter non pas uniquement des données médico-administratives comme le SNDS, non pas uniquement des données hospitalières, mais bien nos données de nos cabinets, de nos environnements de soins, en temps réel, pour produire des données pour les cliniciens, pour les chercheurs, pour les décideurs. Deuxième point, la participation active des patients, des professionnels de santé et des chercheurs qui collaborent. Et c'est en fait le sens de la prise de parole de Clara Dallaire qui nous dit « Au Canada, on le fait. En France, aujourd'hui, on doit pouvoir le faire. » Vous voyez comment c'est encore embryonnaire, prématuré. François vous interpelle et vous dit « Qui le fait ?» En fait, on n'est pas très nombreux à le faire.
Mais tout plaide pour qu'on le fasse, et ça fait maintenant longtemps. En 2007, je ne sais pas si on aurait projeté cette diapositive, mais en 2025, des autorités comme la HAS, comme le ministère qui nous fait ce rapport sur la participation des patients à la formation initiale des médecins, des acteurs comme certains d'entre nous, et à l'Université de Rennes, Emmanuel Allori qui coordonne le département du partenariat patient. Évidemment, nos publications et les travaux qui ont été présentés dans ce congrès sur la décision partagée. Aujourd'hui, on travaille largement à travailler avec les patients. Troisième point, les technologies avancées. Alors, je ne vous cache pas que ça m'a interrogé de relire l'utilisation de technologies de l'information et des outils analytiques modernes essentiels pour soutenir la dynamique d'apprentissage. Je me suis dit, en 2007, ils pensaient à quoi ? Je me suis imaginé qu'en 2007, ils voyaient un truc assez futuriste qui projetait qu'on allait avoir des outils particulièrement performants, d'intelligence artificielle potentiellement. Et aujourd'hui, lors de ce congrès, la plus-value de la technologie, de l'IA, dans le quotidien du médecin généraliste, on a compris dans ce congrès que c'était devenu une réalité dans laquelle on va désormais s'engager. En 2025, l'IA pour le médecin généraliste, c'est plus un concept. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit clin d'œil à la grande plénière et de vous dire, et bim, en 2025, on a des nouvelles technologies pour traiter nos données. L'amélioration continue. Dernier point, l'objectif est d'améliorer constamment la qualité des soins et les résultats pour les patients en créant une boucle où les résultats informent la pratique clinique et servent aussi à enrichir la recherche. Alors c'est ce que Antoine vous a proposé tout à l'heure comme diapositive. Moi, ce qui me paraît intéressant dans notre communauté, dans notre congrès, qui réunit les acteurs académiques, les cliniciens, des jeunes, des internes, c'est de se dire, oui, en fait, on participe tous d'une dynamique collective où les cliniciens produisent ces données pour la recherche, qui peuvent servir aux chercheurs, pour peu qu'on se donne et qu'on se donne les moyens que ces données soient exploitables par les chercheurs. Les chercheurs ont pour métier que de transformer ces données brutes en des résultats qui soient consultables, exploitables par des administrateurs, des gestionnaires, des décideurs, par les patients, par les acteurs médico-sociaux, qui ensemble travaillent à transformer nos pratiques. Et ce cycle, qui va des pratiques aux données, aux connaissances et qui revient aux pratiques, je pense qu'il est fondamental et il donnera du sens au fait qu'on soit chaque année plus nombreux à participer à cette dynamique de recherche. Vous l'avez un peu compris, ma posture, c'était de dire, mais est-ce qu'on peut le faire, d'une part, à l'échelle finalement française, mais est-ce qu'on peut le faire dans nos équipes de soins primaires ? Et c'est un prisme un peu particulier que de se dire, mais est-ce qu'on arriverait à faire des microsystèmes de santé apprenants dans nos équipes de soins primaires ? Et en fait, c'est ça qu'on a posé et qu'on a travaillé avec 36 équipes sûrement très sélectionnées et très particulières qui étaient motivées et qui sont motivées à l'échelle de 5 pays à essayer de déployer comme ça des systèmes de santé apprenants à l'échelle d'équipes de soins primaires, maisons de santé, centres de santé. Alors heureusement, on ne part pas de rien. Et vous l'avez compris, c'est le sens d'avoir beaucoup d'acteurs autour de la table qui ont une expérience plus grande que nous, Français. C'est de dire, mais en fait, le GMF apprenant, dans l'équipe d'Antoine Gros, et ce document, il est signé de son équipe, en fait, ils ont réfléchi comment ça pouvait imaginer. Et pour que ça marche, il faut avoir une équipe qui a envie de se baser sur la science, de produire, d'exploiter les données pour s'améliorer. Il faut que tout le monde soit engagé, les personnels de l'équipe, les partenaires hors de l'équipe. Et avec cette ambition qui a été affichée de participer au quintuple objectif, d'améliorer l'expérience patient, la santé de la population, l'efficience du système, l'équité en santé et le bien-être des soignants. Il faut avoir du coup une forme de culture des données qu'on essaie nous de transmettre avec, c'est le sens du projet P4DP, ça fait maintenant longtemps qu'on est tous à se mobiliser, à se dire qui se sent la motivation d'aller collecter de la donnée pour une ambition qui nous dépasse. Participer à des cercles d'amélioration continue de la qualité, collaborer avec les patients et avoir une sensibilité recherche. Il faut être militant. Et mon intervention, c'est de vous dire, et vous, quand vous partirez d'ici, est-ce que vous serez militant ? On a déployé une méthodologie que je vous présente ici, que je vous soumets avec cette question qui est de dire, mais est-ce que c'est crédible qu'on fasse ça ?
Normaliser les données. On a beaucoup parlé des dossiers de nos dossiers médico-électroniques. Le DME, c'est très canadien en fait comme formulation, mais de nos logiciels métiers finalement. Extraire les données des logiciels métiers, mais aussi, bien sûr, on peut avoir une collecte de données par de multiples biais, exploiter les données de remboursement, et vous savez tous qu'on reçoit en France un certain nombre d'informations qui nous viennent des données de remboursement, qui nous sont transmises des fois avec un côté un peu culpabilisateur, mais qui nous sont quand même renvoyées, qu'on sait qu'on peut extraire, et des résultats rapportés par les patients, et c'est très important, si on ne passait que par des outils de cette nature, il est probable qu'on n'aurait pas de retour de l'expérience patient. Analyser tout ça de façon collaborative, tel qu'on vous l'a décrit précédemment, dans des ateliers, alors ici j'ai appelé de pratiques réflexives, on a parlé d'ateliers d'amélioration continue de la qualité, je ne sais pas exactement comment il faudrait les appeler, mais ce qui est sûr, et on vous proposera, c'est qu'on a besoin d'avoir une vision concrète de comment ça se passerait. Travailler ensemble, troisième point, avoir une conception collaborative de solutions. Les équipes développent des interventions fondées sur la pratique, étayées par les données probantes, essayer de faire des cycles, alors qu'en anglais on dit PDSA, Plan Do Study Act, planifier, faire, étudier, agir. Essayer de mettre en œuvre et d'évaluer, tester, affiner les interventions, évaluer, et donc arriver à faire ce cercle qui, sur le papier, est très joli, mais dont on sait qu'en fait, la mise en œuvre est probablement plus complexe. En allant sur les deux diapositives qui viennent, plus dans le concret, on s'est dit comment ça pourrait se faire. Alors, moi j'ai vu des papiers des Canadiens, ils ont mis en place des sessions sur 3 heures. On s'est dit 3 heures, est-ce que vous sentez de faire des cycles répétés de 3 heures avec, au sein de vos équipes, peut-être en 1 à 3 heures, avoir une présentation, une analyse de données, des tableaux de données, comme on anticipe de les générer avec P4DP, pouvoir réfléchir sur ces jeux de données qui nous soient présentés de façon un peu synthétique et explicite, élaborer un plan d'action, élaborer un plan de suivi, c'est-à-dire, au-delà de faire l'action, anticiper comment, à quelle échéance et sous quel format on réexaminerait tout ça. Ça suppose donc d'avoir un retour d'informations sur les performances, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, recevoir les tableaux de bord, des indicateurs à l'échelle de la population. C'est la grande difficulté, c'est de dire dans le jeu d'indicateurs, c'est quoi le bon périmètre ? Est-ce que c'est de se centrer uniquement sur nos pratiques ? À partir de quand des indicateurs, bien sûr, populationnels, à l'échelle du territoire, comme on le voit ici aujourd'hui des fois dans les CPTS, etc., sont informatifs. Avoir une réflexion collective, discuter les trous dans la raquette, les priorités à mettre en place, et planifier les actions avec des pistes d'amélioration qui soient mesurables. Plus concret encore, comment on se lancerait ? On se dit, faut prendre un truc clinique concret. Nous, on avait dit, peut-être on va essayer de travailler sur le diabète, parce qu'il y a du diabète dans tous les pays, parce qu'on sait que ça mobilise beaucoup d'acteurs, parce qu'on sait que c'est complexe, les parcours, et qu'il y a toujours des difficultés dans la prise en charge et la prévention. Se doter d'un jeu d'indicateurs, je dis, pour que ça puisse être présenté sur un tableau synthétique, 5 à 10 indicateurs peut-être. Sous quel format ? Nous, en France, on travaille avec P4DP, avoir le format qui serait généré, suivant les pays, suivant nos outils, avec l'idée que, faut déjà peut-être qu'on essaye, qu'on se lance, faire des ateliers, tels qu'on décrivait, où tout le monde s'efforce de participer. Alors on sait bien que dans des équipes, tout le monde ne participe pas, mais qu'on ait la représentation de l'ensemble des acteurs, fixer 1 ou 2 actions et arriver à faire tourner. Et tout ça en impliquant un patient partenaire dès le début de la démarche. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est peut-être possible ? C'est que les Canadiens, il y en a qui l'ont déjà fait. Alors, pas complètement sur ce format-là. Enfin, moi, pas que j'ai en tête de... Là, je vous présente une synthèse qui était proposée par Marie-Thérèse Lucier sur le projet d'e-Compass et Spider, où on voit ces cercles qu'on tournait plusieurs fois, avec, si j'ai bien compris, une collecte de données qui n'était quand même pas non plus d'un niveau de structuration. Enfin, l'idée, c'est plutôt les ateliers d'amélioration continue de la qualité qui ont été expérimentés comme ça, en format répété. Et d'autres publications qui ont montré comment, en fait, à l'échelle d'une équipe, on est capable de s'engager et comment ça peut marcher. Pour quel résultat ? Pour une meilleure santé, vous retrouvez le quintuple objectif, améliorer la prise en charge, les parcours, permettre des prises en charge plus personnalisées, améliorer l'expérience des patients, quintuple objectif, les soins centrés sur la personne, qui intègrent mieux les préférences, qui répondent mieux à leurs préoccupations, l'efficacité du système, avec des objectifs qui peuvent être ambitieux sur la réduction des hospitalisations, sur une optimisation des ressources, mais aussi d'autres leviers comme le bien-être des soignants
ou une plus grande équité avec une amélioration de l'accès et des résultats qui soient ciblés sur les populations défavorisées avec un engagement plus ciblé. Dernière diapo, pour quels résultats? Donc, l'idée, c'est de reprendre la main sur notre pratique et justement d'opposer, vous savez, on nous renvoie souvent sur quels indicateurs on devrait être évalué. On le voit beaucoup à travers ce qu'on nous transmet d'indicateurs d'activité transmis par les financeurs. On le voit sur les CPTS qui aujourd'hui sont très interpellés sur les indicateurs qu'elles sont susceptibles de produire. Et ces indicateurs, en fait, des fois, ils relèvent d'un champ, l'accès aux soins, des fois, ils relèvent d'un autre. Ce qui est sûr, c'est que nous, il faut qu'on puisse amener dans le paysage que, quel que soit l'indicateur qu'on fait bouger, c'est certainement des interventions qui sont nécessaires et positives. Et si on améliore l'expérience des patients, nous savons tous combien aujourd'hui le fonctionnement du système de soins il est mis en cause avec des expériences patients qui sont extrêmement dégradées. On sait combien pour les soignants que nous sommes, aujourd'hui, avoir une activité pérenne et avoir retrouvé de l'équilibre, c'est quelque chose d'important. C'est pour dire, c'est difficile de postuler que certains prévaudraient sur les autres. Et finalement, parce que cette plénière, c'est la plénière recherche, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce modèle aussi, c'est le fait que c'est un modèle qui nous permet de développer des partenariats plus forts entre acteurs de soins, acteurs du numérique, acteurs de la recherche, de capitaliser sur le développement des infrastructures de données pour renforcer la recherche en conditions réelles. Et on est aujourd'hui tous militants d'une recherche qui produise plus à partir de nos données, mais c'est dur d'aller chercher ces données aujourd'hui dans nos environnements de soins par des modalités comme l'investigation dans sa forme traditionnelle. De rapprocher la recherche et l'innovation dans les territoires, et on sait que d'un territoire à l'autre, les innovations n'ont pas le même sens et ont des niveaux d'aboutissement qui peuvent être plus ou moins importants suivant l'écosystème dans lequel on vit. Et au moment où on a imaginé cette plénière, ce n'était pas forcément la plus grande actualité, mais il se trouve qu'il y a 6 jours, la ministre a annoncé quelque chose qui parle lors des assises hospitalo-universitaires, qui parle un peu de ça. Elle a dit, nous on va réorganiser les services du ministère pour que les équipes qui travaillaient avant séparées soient regroupées dans le même environnement, celles qui travaillent sur la recherche, celles qui travaillent sur le numérique, celles qui travaillent sur l'innovation en santé, notamment l'article 51. Les articles 51 étant souvent très largement portés par des cliniciens, c'est de se dire sûrement que c'est une piste dans laquelle on doit pouvoir s'engager. Merci de votre attention.